L'Empire du moindre mal, c'est le nom que Jean-Claude Michéa donne au libéralisme dans son essai éponyme. Jean-Claude Michéa est philosophe, il a été de mémoire le plus jeune agrégé en philosophie en 1972. Il n'aime pas passer à la télévision, il n'aime pas passer à la radio. Vous ne trouverez que des rares interviews de lui, que des extraits d'interviews sur YouTube. Ses deux parents étaient communistes engagés. Lui a été communiste, a été membre du Parti communiste au début des années 70, et puis il a quitté le Parti communiste et s'est désengagé de la politique active dès le début des années 70. Chacun de ces nouveaux essais crée un petit événement, tant sa pensée est percutante, incisive et parfois un peu déstabilisante, en ce sens qu'elle invite à remettre en cause des catégories qu'on utilise un peu trop facilement. Et je suis convaincu qu'à l'issue de cette vidéo, vous porterez un regard très différent sur notre société. Avant de commencer cette note de lecture, je voudrais vous inviter à aller sur le site epite.com. Donc c'est le site qui est relié à cette chaîne YouTube. Autrement dit, vous retrouverez l'ensemble des vidéos de cette chaîne YouTube, mais aussi d'autres vidéos qui ne sont pas publiées sur cette chaîne YouTube. Vous pouvez notamment vous inscrire sur la newsletter et vous recevrez un mail vous prévenant de la publication de chacune des nouvelles vidéos. Il n'y a pas de publicité, il n'y a pas de spam. Voilà, c'est uniquement des mails prévenant la publication de nouvelles vidéos. Donc bienvenue dans cette note de lecture sur l'Empire du moindre mal. Alors, tout d'abord, un bref rappel, qu'est-ce que le libéralisme? Le libéralisme, c'est la doctrine qui vise à transférer les prérogatives de l'État vers l'individu. Vous allez comprendre tout de suite, on distingue classiquement deux libéralismes, un libéralisme de droite et un libéralisme de gauche. Le libéralisme de droite est un libéralisme économique pour qui l'intervention de l'État dans la sphère économique est contre-productive, néfaste et illégitime. Il faut laisser le marché s'autoréguler et il faut transférer les prérogatives économiques de l'État vers les individus, c'est-à-dire vers les entrepreneurs, vers les investisseurs. On y oppose souvent un libéralisme de gauche, qui est un libéralisme sociétal, qui va viser à défendre toutes les minorités, comme les homosexuels, transsexuels, etc. En fait, pour qui l'État, pour qui les individus doivent être libres de décider de ce qu'ils veulent pour leur vie. Ils doivent décider de leur sexualité, de leur religion, et c'est pas à l'État de leur dicter ces éléments moraux. Donc là aussi, on transfère de l'État aux individus ces prérogatives, donc d'être totalement libres de leur choix de vie. Pour Jean-Claude Michéa, et ce qu'il va nous montrer dans son livre, c'est que ces deux libéralismes qu'on oppose souvent sont en réalité les deux faces d'une même pièce. Pour le dire très concrètement, pour lui, entre la GPA par exemple et la dérégulation des marchés financiers, il y a une généalogie idéologique commune. Et même en fait, ces deux éléments qu'on croirait complètement disjoints se renforcent mutuellement. Donc c'est ce qu'on va voir notamment au cours de cet épître. Michéa aussi nous montre que le libéralisme est bel et bien une idéologie. Lorsque l'on interroge des personnes et qu'on leur demande qui est le fondateur du communisme, généralement ils n'ont pas de problème pour nous citer Karl Marx. En revanche, si on demande qui est le fondateur du libéralisme ou qui sont les fondateurs du libéralisme, ben là on sent qu'il y a beaucoup plus de problèmes. Alors même qu'on est dans une société qui est globalement libérale. Je me souviens quand j'étais jeune et même moins jeune, on parlait de la fin de l'histoire, en ce sens qu'au XXe siècle, il y avait eu plein d'idéologies, le communisme, le nazisme, etc. Et que les sociétés libérales apparaissaient comme la fin des idéologies. Comme si finalement le libéralisme était l'achèvement naturel du modèle politique de nos sociétés.
Michéa nous montre au contraire que le libéralisme est une idéologie comme les autres, qu'elle a son histoire, qu'elle a ses présupposés, qu'il a été pensé, qu'il a été réfléchi avant d'être mis en application, qu'il a ses fondateurs. Donc que ce n'est pas du tout l'aboutissement naturel d'un modèle de société, mais au contraire que ça a été vraiment réfléchi, voulu et après mis en application. Le libéralisme tel qu'il était à l'origine au XVIIe siècle, tel qu'il a été pensé, est très différent du libéralisme actuel. De sorte que d'après Michéa, si on propulsait les fondateurs du libéralisme comme John Locke ou Adam Smith aujourd'hui, ils seraient probablement effrayés par la société actuelle. Pour autant, la société actuelle n'est que finalement la conséquence logique des fondements du libéralisme tel qu'il a été pensé au XVIIe siècle. Donc maintenant, revenons concrètement à cette généalogie du libéralisme. Ce qui, en premier, a motivé la recherche d'un nouveau modèle de société, ça a été la volonté d'éviter les guerres civiles. Les guerres civiles, il y en a eu notamment deux, ça a été les guerres de religion, puis la Révolution française. Le souci des guerres civiles, c'est que, premièrement, elles sont plus meurtrières qu'avant, parce que il y a eu la création de nouvelles armes qui sont beaucoup plus efficaces et donc du coup beaucoup plus meurtrières. Deuxièmement, contrairement à des guerres classiques où on a un pays qui affronte un autre pays, dans une guerre classique, en gros, une guerre classique a tendance à resserrer les liens des habitants du pays, parce qu'on fait front ensemble contre une autre société. La guerre civile, c'est le contraire. Au lieu de resserrer les liens entre les habitants d'un pays, elle va déliter socialement le pays. Ça va être la guerre de tous contre tous. Ça va être l'émiettement social du pays. D'où la volonté très forte de trouver un modèle de société qui nous évite de retomber dans des guerres civiles telles qu'on a pu les connaître, comme, encore une fois, les guerres de religion ou la Révolution française. Pour les fondateurs du libéralisme, il y a deux éléments qui nous font plonger dans une guerre civile. Le premier élément, c'est la culture du héros. C'est-à-dire la culture de gens héroïques. Voilà, on cherche pour l'honneur de combattre un adversaire, etc. Le deuxième élément, c'est la prétention à détenir la vérité sur ce qu'est le bien et de vouloir l'imposer aux autres. Donc c'est ce qu'on a vu aussi mis en place finalement dans les guerres de religion ou à la Révolution française. Du coup, les modernes vont chercher à tout prix à tuer le héros et à tuer cette prétention à la vérité. Commençons par le héros. Pour les sociétés traditionnelles, le héros se caractérise par sa capacité à sacrifier sa vie pour sa communauté d'appartenance lorsque les circonstances l'exigeaient. Les modernes vont alors chercher à démolir le héros. Et ils vont montrer d'une certaine manière que les vertus héroïques ne sont que le masque de l'amour-propre, ne constituent que le masque d'un ego démesuré. Autrement dit, pour les modernes, les vertus ne sont que le signe de l'hypocrisie, ne sont qu'un mensonge que l'on fait à soi-même. Quant à la prétention à détenir la vérité, les modernes vont montrer que le beau, le vrai, le bien ne peuvent pas avoir des prétentions universelles, que finalement ils sont très relatifs et que chacun a sa propre conception de beau, de vrai, de bien. Qu'il n'y a plus à combattre pour une sorte de vérité absolue qu'on souhaiterait imposer aux autres, vu que finalement chacun a sa vérité. Nous avons donc d'un côté la philosophie du soupçon, qui vise à détruire le héros, et de l'autre le relativisme culturel, qui vise à détruire la prétention à la vérité.
Avec ces deux éléments, philosophie du soupçon et relativisme culturel, Michéa dit qu'on a les deux piliers du temple postmoderne. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que Michéa nous dit que, alors que ces éléments comme philosophie du soupçon ou relativisme culturel sont souvent montrés comme le signe d'une lucidité, comme le fruit d'un travail scientifique, pour Michéa, c'est tout le contraire en fait. C'est-à-dire que ces deux éléments ne sont finalement que des éléments nécessaires pour éviter la guerre civile. C'est-à-dire qu'on ne part pas d'une étude neutre et rationnelle qui aboutirait à ces deux éléments, comme les philosophies du soupçon et le relativisme culturel, mais bien au contraire, ils sont ce que l'on doit s'évertuer à démontrer. Et donc c'est cette espèce de retournement que Michéa opère qui est absolument fondamental pour comprendre le libéralisme. L'axiome de base du libéralisme, c'est que la prétention qu'un individu peut avoir à détenir la vérité est la cause fondamentale des guerres civiles. C'est ce qui va pousser les individus à s'affronter violemment. Donc le pouvoir chargé d'organiser la coexistence des individus doit s'abstenir de toute notion de bien. Il ne doit absolument pas chercher à imposer une notion de bien aux individus, dont il a pour charge d'organiser la coexistence pacifique. Autrement dit, on va passer dans les sociétés libérales de la notion de bien à la notion de juste. Benjamin Constant, un libéral, écrit à ce sujet « Prions l'autorité de rester dans ses limites. Qu'elle se borne à être juste, nous nous chargerons d'être heureux. » Finalement, voilà, la seule limite à ma liberté, c'est la liberté des autres. Il s'agit donc de mettre en place des instances au-dessus des individus chargées d'organiser leur coexistence pacifique. Ces instances doivent être neutres par essence, et donc elles sont au nombre de deux. Il y a le marché, dans le versant du libéralisme économique, et il y a le droit dans le versant du libéralisme sociétal. Ces instances structurellement neutres sont capables d'engendrer par elles-mêmes toute l'harmonie nécessaire pour maintenir cette coexistence pacifique entre les individus, sans pour autant qu'il y ait besoin de faire appel à la vertu des individus eux-mêmes. Et c'est ça qui est un point, comme nous allons le voir, absolument essentiel. Par exemple, le marché se moque bien de savoir si les deux parties prenantes d'une transaction sont catholiques, musulmanes, homosexuels, peu importe. Le marché est axiologiquement neutre. C'est-à-dire qu'il les seules lois qui le régissent, c'est la loi de l'offre et de la demande, peu importe les vertus des parties prenantes. De même pour le droit, Thémis a été choisi pour symboliser la justice. Or Thémis a un bandeau montrant qu'elle est aveugle. Elle est aveugle à quoi? Elle est aveugle au choix de vie personnelle des individus. Chaque individu est totalement libre de sa conception, de la conception avec laquelle il va mener sa vie. D'où ce bandeau qui rend la justice aveugle. Tout ce que doit faire la justice, c'est harmoniser des libertés à présent concurrentes entre les individus, pour bien montrer que la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. C'est tout ce qu'on demande à la justice, ce n'est pas de porter un jugement moral sur tel ou tel style de vie que vont adopter tel ou tel individu. Donc la justice se moque des soi-disant vertus de chaque individu. Finalement, le meilleur État, c'est l'État qui en demande le moins d'individus. C'est l'État qui n'a ni idée ni valeur. C'est l'État qui n'a pas de conviction politique. C'est l'État qui se résume à une pure administration des choses. C'est un État purement gestionnaire. C'est ça pour les libéraux, l'État tel qu'il doit être. L'État doit se cantonner à cet espace purement gestionnaire des choses. Pour les libéraux, l'homme est incapable de vrai, est incapable de bien. Donc, pour le dire autrement, pour les libéraux, ce qu'il y a de pire, c'est un individu qui se met à chercher à être vertueux ou qui se met à rechercher le bien. Ces recherches chimériques sont infiniment plus nuisibles pour la société
qu'un individu qui pratique tranquillement ses vices. Pour les libéraux, la recherche du bien pose deux problèmes. Le premier problème, c'est le risque d'une guerre civile. C'est-à-dire que potentiellement, si les individus se mettent encore à rechercher le bien et à prétendre à posséder la vérité, il y a un risque au final d'affrontement et de guerre civile. Mais il y a un deuxième problème, c'est-à-dire que pour les libéraux, une société fonctionne d'autant mieux qu'il n'y a pas d'individu en son sein qui recherche le bien. Sur ce deuxième point, je vais m'arrêter quelques secondes. Mandeville écrit en 1714 la fable des abeilles. C'est une fable qui va avoir un écho très fort parmi les libéraux. Et si on devait la synthétiser par une phrase de Mandeville, Mandeville écrit « Les vices privés font la vertu publique ». Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que finalement, et je prends un exemple concret que donne Mandeville qui permet de comprendre tout de suite. Par exemple, un libertin, donc une personne qui a ce vice, cette nécessité de rechercher à coucher avec d'autres femmes, finalement, cette personne-là, elle va dépenser de l'argent pour s'acheter des vêtements, de l'argent pour s'acheter des parfums, pour aller chez le coiffeur. Il va peut-être même rémunérer des prostituées. Voilà. Et donc, en gros, il va dépenser son argent et faire tourner l'économie du pays. Donc finalement, le libertinage, qui est un vice, va être très positif pour l'ensemble de la société et l'ensemble des commerces qui va permettre de faire fonctionner de par la nature de ce vice. Donc c'est un exemple que donne Mandeville justement sur cette entre guillemets vertu des vices. C'est-à-dire, encore une fois, les vices privés font la vertu publique. Adam Smith, considéré comme l'un des principaux fondateurs des libéraux, le redira à plusieurs reprises que ce qui est vraiment souhaitable, c'est que les individus renoncent d'eux-mêmes à la recherche du bien et de la vérité. Et qu'au contraire, ils mettent leur énergie à leurs propres intérêts. Et qui mettent leur énergie à rechercher leurs propres intérêts. Donc pour Adam Smith, un individu qui recherche le bien est infiniment plus nuisible qu'un individu qui va chercher ses propres intérêts. L'altruisme est bien plus nuisible pour une société que l'égoïsme. L'égoïsme est bien plus efficient pour une société, est bien plus efficace, bien plus vertueux pour une société que ne peut l'être l'altruisme. L'État libéral ne doit s'autoriser à intervenir dans la société civile que pour défendre les conditions du laisser-faire. Autrement dit, il ne doit s'autoriser à intervenir que lorsqu'il s'agit de supprimer des interdits moraux qui entravent, selon lui, la liberté des individus. Ces interdits moraux qui trouvent leur source dans ce qui est perçu du coup comme des archaïsmes de la tradition. On a pu voir la mise en application spectaculaire de ce principe, notamment avec le mariage homosexuel, qui était exactement dans cette lignée, c'est-à-dire supprimer des interdits moraux qui imposaient du coup, qui interdisaient le mariage homosexuel au nom de ce qui était perçu comme des archaïsmes de la tradition. Donc c'était vraiment, on voit ici vraiment le libéralisme en action. Mais du coup, l'État libéral va tendre à légaliser, à normaliser tous les types de comportements possibles. Michéa cite notamment Daniel Borio, que je vous lis cette citation, qui est un juriste libéral. Voilà ce qu'il écrit. Voilà ce que Daniel Borio écrit. L'État n'a pas à promouvoir une morale sexuelle spécifique sous peine de devenir lui-même immoral. La personne adulte est la seule capable de déterminer ce qui lui convient. De quel droit l'État interdirait-il à une personne la faculté d'avoir des relations sexuelles moyennant rétribution et de faire de cela sa profession habituelle?
Michel notamment cite des féministes libérales qui, au nom de la liberté des femmes, s'opposent à l'interdiction de la prostitution en disant qu'une femme, une femme adulte a le droit de disposer de son corps et finalement, si elle veut le vendre, en quoi on lui interdirait de vendre son propre corps. Voici ce que conclut Michéa. Ce mode de raisonnement minimaliste peut naturellement être étendu à toutes les revendications concevables et transformer tous les scrupules éthiques possibles en autant de tabous arbitraires et historiquement déterminés. Il n'y a donc dans une société libérale aucun pare-feu institutionnel et cohérent qui puisse prévenir du démontage méthodique de ce qu'Orwell appelait la common decency, le sens commun. En effet, on comprend que selon ce principe, on va démonter toute l'armature, en gros, toute l'armature de valeurs d'une société, disant que finalement, chacune de ces valeurs n'est finalement que le résultat d'un archaïsme, d'une tradition passée. Je vous prends un autre exemple que prend pas Michel, mais que j'avais entendu par des libéraux, c'est le cannibalisme. Le cannibalisme fait aussi partie aujourd'hui des tabous. On n'a pas le droit de manger de la chair humaine ou de vendre de la chair humaine. Pourtant, peut-être que ce serait très pratique. On voit là, il y a de plus en plus de végétariens, et les végétariens le sont souvent pour deux raisons. Un, pour éviter la souffrance animale, et deux, pour éviter l'élevage de masse. Or là, finalement, avec les différents enterrements, on met des kilos et des kilos de viande sous terre. C'est un gâchis qui est absolument colossal. Lorsqu'on voit notamment pour faire 1 kilo de viande de bœuf, les tonnes et les tonnes d'eau qui sont nécessaires, donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles les personnes tendent à être végétariens, c'est parce que c'est extrêmement coûteux en eau, en céréales, de faire 1 kilo de viande. Donc là, avec toute cette viande humaine finalement qu'on enterre, on gagnerait à autoriser le cannibalisme. Et donc on comprend bien que là aussi, on se dit, finalement pourquoi pas ? Enfin, qu'est-ce qui nous interdit de manger de la viande humaine si ce n'est une sorte d'archaïsme de tradition ancestrale, quoi. Parce que finalement la viande humaine serait gratuite, on ne ferait pas de torture animale ou d'élevage de masse ou d'autres choses dans ce genre-là. Et en plus, c'est de la viande humaine, c'est-à-dire que dans une viande humaine, forcément, il y a tous les constituants nécessaires pour la constitution de nos propres cellules. Donc il y a rien de meilleur finalement, diététiquement, que de manger de la viande humaine. Donc c'est juste pour vous montrer que le raisonnement libéral, en fait, peut s'étendre à tous les domaines. Donc au domaine sexuel, religieux, tout ce que Michel vient de dire. Tous les scrupules éthiques peuvent être transformés en des arbitraires de traditions archaïques. La conséquence du libéralisme, c'est que finalement, dans ces sociétés, il va falloir mieux être riche qu'être pauvre. C'est-à-dire qu'on comprend bien que si maintenant on autorise toutes les personnes qui ont 18 ans à vendre leur corps, par exemple, une étudiante qui n'a pas assez d'argent pour se payer des études, finalement, elle n'a qu'à se prostituer. Et elle pourra, comme ça, payer ses études, ou alors à vendre un organe, à vendre un rein. Et elle pourra se payer ses études. Autrement dit, la différence entre les riches et les pauvres va devenir d'autant plus profonde, d'autant plus structurelle et d'autant plus douloureuse. C'est-à-dire qu'en gros, si vous êtes riche, vous allez pouvoir coucher avec des étudiantes de manière tout à fait légitime et tout à fait légale. Si vous êtes pauvre, il va falloir que vous vendiez votre corps pour pouvoir payer vos études. Donc on voit aussi ici finalement la pente vers laquelle tend le libéralisme. Et on voit aussi ici très bien le lien qui est entre le libéralisme sociétal et le libéralisme économique. C'est-à-dire qu'au nom du libéralisme sociétal, au nom du laisser-faire, au nom de... maintenant on peut faire de la GPA, c'est-à-dire qu'on peut payer une femme pour qu'elle porte un enfant pour nous. On va pouvoir, au nom de tous ces éléments sociétaux, finalement du laisser-faire, on étend l'emprise du marché. C'est-à-dire qu'avant, le marché, une personne riche, il y avait des éléments bloquants. On n'a pas le droit d'acheter l'organe d'une autre personne. On ne peut pas
se prostituer comme ça, on peut pas, voilà. Donc il y avait des éléments qui bloquaient le marché, qui empêchaient le marché de s'étendre. Et ben ces éléments, toutes ces digues, finalement, elles vont sauter. Et au nom du laisser-faire, au nom du libéralisme, au nom de en quoi on interdirait la prostitution des gens, en quoi on interdirait qu'ils vendent leurs organes, et ben au nom de ça, on va permettre au marché de s'étendre. Et finalement, l'argent va devenir le seul élément contraignant. Donc en gros, vaut mieux vraiment être riche qu'être pauvre dans une société libérale, parce que il n'y a plus d'entrave au marché. Donc on voit bien ici comment le libéralisme sociétal et le libéralisme économique fonctionnent en fait ensemble. C'est une j'avais lu un article d'une prof d'économie qui s'appelle Marie-Anne Frison-Roche, donc qui est prof de droit économique à Sciences Po Paris. Et elle écrivait « La GPA est un marché colossal qui ne fait que débuter ». Ou encore, dans un autre de ses articles, elle mettait « Le corps humain est le pétrole de demain ». Donc on voit bien ici comment s'imbriquent le libéralisme économique et le libéralisme sociétal. Alors que ces deux formes de libéralisme nous paraissent antagonistes et qu'on voit par exemple des personnes de gauche s'offusquer du libéralisme économique ou des personnes de droite s'offusquer du libéralisme sociétal. Mais en fait, si on défend l'un, finalement, on va aider l'autre. Voilà, c'est-à-dire qu'en défendant la GPA, en défendant tous ces éléments-là, finalement, on permet au marché de s'étendre. Et inversement, si on cherche à ce que le marché s'étende, finalement, on va d'une manière ou d'une autre faciliter le libéralisme sociétal. L'intuition originelle du libéralisme, c'est que l'homme est incapable de vertu morale. Il est incapable de bien, incapable de vrai, et que la recherche du bien et du vrai ne sont finalement que le masque de l'amour-propre, qu'une sorte de chimère et d'illusion. Du coup, il y a, pour reprendre les mots de Michéa, une anthropologie désespérée dans le libéralisme. Et finalement, le libéralisme se veut à l'origine comme une contre-utopie. C'est-à-dire que les utopies, c'est chercher une société idéale avec un homme idéal. Le libéralisme, au contraire, c'est prendre l'homme tel qu'il est, avec ses vices, et monter une société qui soit une stratégie du moindre mal. C'est-à-dire, voilà, on sait que l'homme n'est pas parfait, on sait qu'il ne peut pas l'être, et du coup, chercher à créer une société avec un homme parfait, c'est finalement vouer à l'échec et vouer à la catastrophe. Mais ce que montre Michéa, c'est qu'il va y avoir une sorte de retournement. C'est-à-dire que ce libéralisme, qui était une sorte de contre-utopie, va finir par devenir une utopie. C'est-à-dire que cette société qui était censée s'adapter naturellement et de manière un peu automatique à l'homme tel qu'il est et non à l'homme tel qu'on rêverait qu'il soit, finalement ne fonctionne pas ou fonctionne mal. On le voit à travers les différentes émeutes dans les pays libéraux, on voit cette espèce d'insatisfaction du peuple, cette espèce d'écœurement parfois du peuple dans les sociétés libérales, cette espèce de révolte qui montre que le libéralisme, que cette prétention à cette espèce d'auto-adaptation à la nature humaine ne fonctionne pas si bien que ça. Et du coup, par exemple, au XXe siècle, le libéralisme va avoir recours à ce qu'on appelle l'ingénierie sociale, c'est-à-dire, enfin 20e et encore plus au XXIe siècle, mais ça va naître au XXe siècle, c'est-à-dire qu'on va, avec l'émergence des sciences humaines, avec l'émergence de la psychanalyse, on va mettre en place des dispositifs sociétaux de manipulation de masse, de manipulation des foules. Bientôt, je publierai sur epid.com et pas sur YouTube parce que ce sera un lien qu'on va faire, que je vais faire à travers une autre plateforme que YouTube, sur un documentaire extrêmement intéressant sur cette histoire de l'ingénierie sociale et de manipulation de foule. Et notamment, on y voit comment la première manipulation de masse
a été faite aux États-Unis quand le président américain a été élu au début de la guerre 14-18 avec ce slogan « On ne rentrera jamais en guerre ». Et finalement, il se rend compte que les États-Unis doivent rentrer en guerre et il se dit « Mais en fait, là, je suis en train de trahir un des éléments pour lesquels on m'a élu ». Et une personne dans son cabinet va lui dire « Mais vous inquiétez pas, on va réussir à faire retourner le pays, c'est-à-dire à faire en sorte que ce soit le peuple qui vous demande de rentrer en guerre. » Et ils vont mettre en place tout un dispositif de manipulation de masse. C'est le premier qui va être mis en place avec cette ampleur et qui est extrêmement bien documenté aujourd'hui. Et voilà, on voit comment l'ingénierie sociale va prendre place progressivement dans les sociétés libérales, à la fois pour aider le politique, mais aussi pour aider les grandes entreprises. Voilà, comment toutes ces manipulations de masse en fait vont chercher finalement à manipuler le peuple pour le rendre conforme à ce que le libéralisme attend de lui. Autrement dit, c'est là qu'on va parler de retournement, c'est-à-dire que alors que c'était une société qui était censée s'adapter aux individus, eh bien là on voit que ça ne marche plus et que maintenant il va falloir adapter les individus à cette société. Ce qui est un peu ironique, c'est-à-dire qu'alors qu'on s'était dit bon, on va faire une société qui n'est pas idéale, une société du stratégie du moindre mal, une société qui fait pas rêver mais en même temps qui va éviter le pire, et ben on s'aperçoit que finalement cette société ne remplit pas son rôle premier, à savoir s'adapter aux individus tels qu'ils sont, mais qu'il va falloir manipuler les individus, transformer les individus pour les adapter à cette société. Alors qu'on aurait pu se dire, autant si on veut transformer les individus, les transformer pour une société bonne, juste, idéale, là entre guillemets, on est en train de transformer une société, les individus, pour une société qu'on estime déjà à l'origine pas idéale, pour une société qui est une stratégie du moindre mal. Donc ce qui est un peu paradoxal et ce qui amène justement à une sorte de retournement ironique du libéralisme. Et Michéa cite une sorte de retournement ultime, c'est-à-dire que là on va au bout de la logique, avec Fukuyama, donc qui cite, c'est un intellectuel influent, enseignant-chercheur en économie politique à l'université de Johns Hopkins à Washington. Donc là, on est au bout de la logique libérale et de cette ironie de ce retournement finalement, où c'est plus la société qu'on va adapter à l'homme, mais c'est l'homme qu'on va adapter à la société, alors que évidemment le projet libéral à l'origine était vraiment tout l'inverse, quoi. Donc je vous lis donc ce que dit ce fameux Fukuyama. Le caractère ouvert des sciences contemporaines de la nature nous permet de supputer que d'ici les 2 prochaines générations, la biotechnologie nous donnera les outils qui nous permettront d'accomplir ce que les spécialistes d'ingénierie sociale n'ont pas réussi à faire. C'est-à-dire qu'en gros, depuis le début du XXe siècle, on tente de manipuler les foules pour les rendre conformes à la société libérale. On voit qu'on n'y arrive pas, parce qu'on voit aujourd'hui, encore récemment, les gilets jaunes, marche des libertés, etc., etc. On voit qu'il y a une sorte d'insatisfaction de la population vis-à-vis de la société. Donc on voit que l'ingénierie sociale, bien qu'ayant permis d'éviter sans doute certaines révoltes, ayant permis de domestiquer d'une certaine manière la population, n'est pas complètement efficiente, et que la population parfois vote, par exemple, comme on ne souhaiterait pas qu'elle vote. Voilà, qu'il y a des espèces de retournements, et donc du coup, là, Fukuyama nous dit en gros, la biologie va nous permettre de faire ce que l'ingénierie sociale n'est pas parvenue à faire. Je reprends. À ce stade, nous en aurons définitivement terminé avec l'histoire humaine, parce que nous aurons aboli les êtres humains en tant que tels. Alors commencera une nouvelle histoire au-delà de l'humain. Autrement dit, là on voit en gros que grâce à la biologie,
on va modifier l'homme en fait. Enfin, en gros, c'est ce que nous dit Fukuyama, c'est-à-dire que voilà, je vous avais dit au début, parfois on parlait du libéralisme comme la fin de l'histoire, sauf que tel que c'était entendu avant, ça signifiait la fin des idéologies. Mais là, en fait, Fukuyama, là, il y a une sorte de retournement total, où finalement la fin de l'histoire, c'est la fin de l'être humain tel qu'on le connaît. C'est-à-dire qu'en gros, c'est modifier génétiquement l'humain pour qu'il devienne conforme à la société libérale, à la société telle qu'on l'a voulu. C'est-à-dire que l'ingénierie sociale, les manipulations de masse ne marchent plus tant que ça. Du coup, on va un cran au-dessus, on va carrément modifier la génétique humaine. Donc voilà, c'est ce que cite Miché à la fin pour montrer que cette espèce d'ironie du libéralisme ultime où voilà, cette société qui était censée s'adapter à la nature humaine, finalement on n'y est pas parvenu, donc on a abouti à une sorte d'échec quelque part du libéralisme, et que le libéralisme finalement va en quelque sorte détruire son inspiration d'origine en modifiant la nature humaine à laquelle il était censé s'adapter. On achève ici cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, n'hésitez pas à la commenter, ça aide à son référencement. Bien sûr, donc je vous ai dit, si ça vous a plu, abonnez-vous à la newsletter du site epit.com. Ça vous permettra notamment d'être prévenu lorsqu'on va publier sur ce site la vidéo sur les manipulations de masse. C'est un documentaire Arte qui n'est plus sur YouTube. Et donc j'ai trouvé sur notre plateforme, donc je ferai un lien sur cette autre plateforme pour la publier sur le site epit.com. Je la publierai peut-être d'ici 1 ou 2 mois, je ne sais pas encore. Je vous renvoie aussi à notre partenaire de vêtements chrétiens, Delam, dlam.fr. N'hésitez pas à y faire un tour. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici et à bientôt pour une prochaine épître.